Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 2 juin 2024. Dans les actualités de ce jour, comme annoncé précédemment dans notre édition, l'avion qui a conduit le président de la République, Andry Rajoelina, et la première dame, Mel Rajoelina, ainsi que la délégation qu'ils ont conduite a atterri ce jour à 16h, heure locale, à l'aéroport international d'Incheon, Séoul, la capitale de la Corée. La délégation est prête à promouvoir le pays et à rechercher des investisseurs parmi les pays africains qui assisteront au sommet Corée-Afrique du 4 au 5 juin, mais surtout auprès de la Corée qui est la 10e puissance mondiale. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Eras Louforman. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et la première dame, Mel Rajoelina, sont arrivés à l'aéroport international de Séoul, capitale de la Corée. Ils ont été accueillis par le directeur exécutif auprès du ministère coréen des Affaires étrangères. Le président Andry Rajoelina fait partie des invités qui assisteront au premier sommet entre la Corée et l'Afrique qui se tiendra les 4 et 5 juin. Une trentaine de pays africains y participeront également. Ce sera une occasion de renforcer la relation entre la Corée et Madagascar, une relation qui existe depuis 30 ans et qui ne cesse de s'améliorer. Selon les statistiques fournies par la douane malagasy, 34% des recettes douanières en 2023 provenaient des exportations coréennes. 3 403,1 milliards d'ariars, telle a été la recette douanière en 2023, dont 34%, soit 1198,4 milliards d'ariars, proviennent de l'exportation de marchandises telles que le nickel, le cobalt, la vanille, la poulpe et les plantes médicinales par la Corée. D'autre part, 198,8 milliards d'ariars représentent la valeur des marchandises importées depuis la Corée vers Madagascar. Les véhicules et engins, les textiles, les matières plastiques, les produits chimiques et les médicaments constituent les principales importations. Ce sommet est l'occasion de promouvoir les relations entre la Corée et Madagascar, où durant les 2 jours de signature de MOU sur le secteur minier, spécialement les minéraux stratégiques et l'agriculture, se tiendront avec les ministres concernés. Le président Andry Rajoelina aura également de nombreuses rencontres à partir de demain à l'occasion de ce séjour. Une avec la diaspora en Corée qui se tiendra à l'hôtel Intercontinental Coex. À noter qu'il y a 40 Malagasy en Corée actuellement. Par ailleurs, concernant la relation entre la Corée et l'Afrique elle-même, la valeur d'échange entre les deux pays a été multipliée par 23 en 34 ans, passant de 890 millions de dollars en 1988 à 20,45 milliards de dollars en 2022. Quant à l'investissement de la Corée, il a atteint 9,2 milliards de dollars en 2022 contre 63 millions de dollars en 1988. Et dans les actualités de ce jour également, selon la tendance des résultats des élections législatives sorties par la CENI ce matin, la plateforme politique Irma Ruisikare Makamni Andry Rajoelina mène dans 46 districts et se trouve en 2e position dans 57 districts de Madagascar. Reportage. Dans le district d'Analalav, dans la province de Madzang, l'ancienne ministre de la Population, Soafili Raprincia, de la plateforme Irma, a eu 92,43% des voix. Toujours dans la province de Madzang, 50,67% des voix, c'est le nombre de voix obtenues par la candidate de l'Irma, Sylvie Vagervé. 42,37%, c'est le nombre des voix obtenues par le candidat Orange, Felunzar Tofilin à Mentran. Milavunzi Anjasi Philobert a également obtenu le plus grand nombre de voix à Mboumbe Anjoui dans la province de Toliar avec 88,5% des voix. Pépin Michou à Ankasbe Ansim a obtenu 87,54% des voix également. La plateforme Irma a aussi obtenu le plus grand nombre des voix avec 61,84% dans le district de Bekil à travers le candidat Anjemamiri Ari Vudo Romelis. 58,34%, c'est le nombre de voix obtenues par Sitara Rogers Osman de l'Irma à Toliara 2. Le candidat Darkawi Siritis a aussi brillé dans le district d'Ambang avec 75,21% des voix. À Andap, le candidat Irmar Befututu Angelin a obtenu 69% des voix. 66,39%, c'est le nombre de voix obtenues par Ndjamanante Nastipio à Voimar. Ambilbe, Assimo Bruno a eu 51,14% des voix. Dans le district d'Ansrana 2, et 45,80%, c'est le nombre des voix obtenues par Raymond de l'Irmar.
Pour la province de Fianarantsoa, la candidate présentée par l'IRMAR dans le district des Congres, Ravoni Arsou Mariette, mène avec 69,16% des voix. Dans le district d'Amboy-Maïsou, Rassou Malala Honorine de l'IRMAR mène avec 68,13%. Amidongi Atsim, Ratulzana Hari Arsen obtient 65,47% des voix. À Manakar, Indiana Nadine a eu 56,56% des voix. Dans les Singes, Ralambuza Firaout ou Anjianirinariv a 56,57% des voix. À Federanso 1, Saoundjar Malala Marie-Michel a obtenu 48,06% des voix. Pour la province de Touamas, l'IRMAR a obtenu le plus grand nombre de voix dans le district de Nousbora avec 67,85% des voix à travers le candidat Imbik Irlaz. Marantse Chadina Romuald a obtenu 61,13%. À Mananara Nord, Samuel a obtenu 59,05%. Thomas Nade, Roalei, 58,56%. À Vaten, Voulama Azaka Félix Boris a obtenu 55,50%. À Marlimbre, Indiana Soul Augustin a obtenu 55,16%. À Bricaville, Ravelnasi Barthélemy Samuel a obtenu 51,52% et à Manour, 49,76% pour le candidat Manassou Donatang. Pour la province d'Antananarive, le candidat Irma Rakotonja Soufetch mène dans le district de Mernarive avec 31,92% des voix. Pour Antananarive, la plupart des candidats de l'Irmar sont en seconde position. Toutefois, il n'y a pas trop d'écart avec les autres candidats. Il est à rappeler que ce sont les tendances sorties par la CENI aujourd'hui, vers 6 h du matin, à travers des PV scannés. 31 SRMV sur les 120 ont jusqu'à aujourd'hui acheminé leurs documents électoraux au niveau de la CENI centrale. Et l'opposition ne peut pas avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, affirme Paul Rabari, sociologue et politicien durant l'émission Data sur Viva vendredi dernier. Selon ce sociologue, le fait même que l'opposition n'a pas eu de candidat dans tous les districts de Madagascar est déjà une marque de faiblesse. La plateforme IRMAR est sûre d'avoir la première place en termes de nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale d'après ce processus électoral, ajoute Paul Rabari. Reportage de Radraman Zatouf. La plateforme politique IRMAR, le Fresankin et le collectif des candidats, ce sont les plateformes politiques qui ont fait face aux élections législatives du 29 mai dernier. Seule la plateforme Isikare Chamakam Anjrazuel n'a proposé des candidats dans tous les districts de la Grande Île. Les deux plateformes issues de l'opposition n'ont pas pu couvrir toute la Grande Île. Sur les 77 districts qui doivent avoir une place, seuls 36 d'entre eux ont des candidats issus de l'opposition. Et dans les 43 districts où 2 sièges sont disponibles, l'opposition n'a présenté que seulement 36 candidats. Le fait de ne pas avoir de candidats qui couvrent toute la Grande Île est déjà une marque de faiblesse, affirme Paul Rabari, sociologue et politicien durant son passage dans l'émission Data sur Viva vendredi. De ce fait, l'opposition n'aura pas la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale car elle n'a pas de candidat dans tous les districts. La plateforme IRMAR a ainsi un avantage par rapport aux autres plateformes dans cette majorité parlementaire car elle a des candidats dans tout Madagascar selon l'analyse de Paul Rabari. Il a affirmé que ce sont les candidats qui se sont présentés en tant qu'indépendants qui ont le deuxième pouvoir politique à Madagascar si l'on se réfère à la tendance actuelle. Ces candidats indépendants qui soutiennent le pouvoir actuel pour la plupart. Dans les actualités sociales de ce soir, malgré de nombreux efforts dans la lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la vanille, on peut encore constater que cette pratique existe toujours dans le nord de Madagascar. Un atelier s'est tenu à Nossi jeudi dernier afin d'évaluer les risques sanitaires pour les enfants travaillant dans le secteur, mais surtout d'éradiquer ce fléau. Les détails avec Felana Rakoutoirsoul. Avec l'appui financier de l'USDOL, le processus de validation de l'évaluation des risques sanitaires du travail des enfants dans la production de la vanille à Madagascar a eu lieu la semaine dernière à Antananarivo. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été honorée par la présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, de la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, du directeur du bureau de pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que toutes les parties prenantes
dans la lutte contre le travail des enfants à Madagascar. L'élimination du travail des enfants est un engagement de la communauté globale exprimé dans les ODD et dans les principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Elle figure aussi parmi les priorités de l'État par le biais du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Diverses actions ont été menées dans ce dessin afin d'éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, tel qu'il est énoncé dans le cadre de l'Alliance 8-7 dont Madagascar est l'un des pays pionniers. Il en est ainsi notamment de l'adoption des textes réglementaires conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux afin de permettre aux structures existantes, telles que le Conseil national et les conseils régionaux de lutte contre le travail des enfants, d'accomplir les missions qui leur sont dévolues. L'inspection du travail a reçu des renforcements de capacités, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Divers contrôles ont été effectués en incluant l'aspect emploi d'enfants. Il est à noter que Madagascar a ratifié les 10 conventions fondamentales de l'OIT afin de démontrer son engagement en faveur des droits fondamentaux du travail mondialement reconnus pour un travail décent et la justice sociale. Les résultats de cette évaluation aideront donc le gouvernement et les partenaires sociaux à l'identifier et mettre en œuvre des interventions qui contribueront à éradiquer le travail des enfants pour une filière de la vanille exempte de cette pratique. Et pour préparer la célébration nationale de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin à Tuliar dans la région Atimandjefana, l'équipe du ministère de l'Eau réalise en collaboration avec les partenaires un roadshow de nettoyage et d'assainissement à Antirabé, Ambouche et Youssi. Cette activité vise à renforcer, informer et sensibiliser la communauté sur l'importance de l'hygiène menstruelle qui est une garantie de santé et un droit fondamental pour la femme. Reportage. À Madagascar, on ne parle pas beaucoup de la menstruation des femmes au sein de la famille, à la maison, à l'école et dans les zones rurales, ce qui la rend encore difficile à gérer. Cependant, se laver pendant les règles pour garantir leur santé constitue un droit fondamental des filles et des femmes. C'est la raison de ce roadshow qui s'est inscrit dans le cadre du 10e anniversaire de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Ainsi, une campagne destinée à la population permettant aux femmes et aux filles de jouir pleinement de leurs droits à la santé et à la propreté est menée à cette occasion avec le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et les directions régionales ainsi que les partenaires. Cela a déjà été fait dans 3 régions, notamment dans le Vaknakarach, à Amuromani et à Urumbe, en préparation de la célébration nationale de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin à Tuliar, dans la région Atimandjefana. L'Assemblée générale des élèves de l'École nationale de l'administration de Madagascar ou ENAM de la première à la 7e et dernière promotion s'est tenue hier. C'était une occasion pour renforcer la cohésion entre les élèves et débattre, mais aussi de coordonner sur les stratégies pour participer au développement du pays. Après la réunion, il y a eu un moment de détente à travers des rencontres sportives diverses et cela s'est poursuivi par l'accueil de la nouvelle promotion à Andjouibé. Toujours dans cette actualité sociale, il n'y a plus de période pour se faire circonscrire actuellement si cela se faisait uniquement en période hivernale auparavant, selon la tradition malagasse. Malgré cela, bon nombre de parents s'en tiennent à la tradition et préfèrent faire circoncire leurs enfants en cette saison hivernale, selon un médecin. Dans ce reportage de Fena Rakoswarsu, le Hera de Ramanatatouf. Il n'y a plus de période pour se faire circoncire actuellement. La circoncision évolue avec le temps également. Auparavant, les parents malagasy procèdent à la circoncision de leurs fils en saison hivernale, comme le veut la tradition. Actuellement, beaucoup le font à n'importe quelle période, que ce soit lors de la saison chaude ou lors de la saison froide. D'autres même choisissent de la faire à la naissance. Dans tous les cas, il est important de consulter l'état de santé de l'enfant avant sa circoncision, selon un médecin. Il est également important de suivre les conseils des médecins. En outre, il est important de respecter les règles d'hygiène, car un enfant qui vient d'être circoncis est fragile. Le médecin appelle également les parents à ne pas faire d'automédication en cas d'infection, mais de toujours consulter un médecin.
Dans les actualités internationales de ce soir, près de 100 millions d'électeurs sont attendus dimanche dans les bureaux de vote au Mexique à l'issue d'une campagne violente marquée par l'assassinat d'une vingtaine de candidats à des élections locales. Ces élections générales vont leur permettre de choisir leur parlementaire et la personne qui succédera au président Andrés Manuel López Obrador, favorite des sondages. Claudia Sheinbaum, candidate de la gauche, devrait l'emporter face à sa rivale de centre-droite, Xochitl Gálvez. France 24. À quelques heures du début du scrutin, ces soldats patrouillent aux abords des bureaux de vote. 27 000 membres des forces de l'ordre sont déployés dans le pays pour sécuriser la journée électorale, symbole d'un Mexique ensanglanté par la violence des cartels. Des groupes criminels tout-puissants qui tentent de peser sur les futurs élus. Comme ce candidat à la mairie du village de Coyuca de Benítez, 37 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne, certains en plein meeting. Une situation qui préoccupe les observateurs internationaux. Le processus électoral doit être exempt de violence et c'est la responsabilité de l'État. Hier, nous avons condamné l'assassinat d'un candidat de plus. Il est évident que cela peut décourager la participation électorale et cela devrait être précisément une source d'inquiétude. Sénateurs, députés, gouverneurs ou encore maires, au total, 20 000 mandats sont en jeu lors de ce jour de vote historique. Les électeurs mexicains sont aussi appelés aux urnes pour choisir leur président. Sauf surprise, il s'agira d'une présidente. Les deux favorites, Xochitl Gálvez pour l'opposition de droite et Claudia Sheinbaum pour la gauche au pouvoir, sont attendus sur les enjeux de sécurité. Il est important d'apporter un changement maintenant. Nous en avons besoin. Il y a beaucoup de problèmes en matière de sécurité, de santé et d'éducation. J'aimerais qu'elle fasse ce qu'elle dise pour que le pays se porte mieux. Parce que le pays est très arriéré pour de nombreuses raisons. Avec en moyenne 80 assassinats par jour à travers le pays, le mandat du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, est le plus sanglant de l'histoire moderne du Mexique. Les actualités internationales toujours, la Borussia Dortmund a malmené son adversaire et a longtemps cru dans la victoire hier en finale de la prestigieuse compétition européenne. Mais le Real de Madrid l'a encore fait. Le club madrilène a remporté hier sa 15e Ligue des Champions en battant le club allemand 2-0. France 24. La coupe aux grandes oreilles, soulevée par les joueurs du Real Madrid, dans un stade de Wembley, chauffé à blanc. Les Madrilènes sont sacrés rois du football européen pour la 15e fois de l'histoire du club. Un record qui a enflammé les rues de la capitale espagnole. Ils étaient tous merveilleux, c'était un rêve. Supporter une équipe qui gagne presque tout, c'est un autre niveau. On a beaucoup souffert parce que nous ne marquions pas. C'est la pire finale qu'on ait jamais connue. Mais à la fin, c'est pour le Real Madrid. C'était génial, on a joué les dernières minutes. On a gagné 2-0, c'est plus que correct. Après une première période dominée par les joueurs du Borussia Dortmund, les merengues n'ont ouvert le score qu'à la 74e minute, avec ce but de la tête de Dani Carvajal. 9 minutes plus tard, Vinicius double la mise. À Dortmund, les espoirs des 14 000 supporters réunis sont définitivement envolés. Je ne m'attendais pas à ce que les mecs jouent aussi bien pendant 75 minutes. Et puis, on a pris un but sur corner. La déception est un peu présente, mais après la phase de groupe et ce que nous avons réalisé en Ligue des Champions, je suis fier de l'équipe. La frustration des jaunes et noirs est d'autant plus grande que leur équipe a largement dominé la rencontre, sans réussir à concrétiser leurs occasions. Il avait 19 ans et n'avait jamais quitté son village de New Jersey. Alors, ce 6 juin 1944, à l'aube, quand Irving Locker, jeune sergent d'artillerie de l'armée des États-Unis, a débarqué avec 150 000 de ses camarades sur les plages de Normandie, ce jour est tout simplement devenu le plus important de sa vie. Des combats du bocage normand à la libération des camps de la mort en Allemagne, jeune juif américain bientôt centenaire, Irving
Irving a accepté de retrouver ses 20 ans et s'est confié à France 24 pour que son histoire ne bascule jamais dans l'oubli. Irving Locker est l'un des 73 000 soldats américains débarqués en Normandie le 6 juin 1944 pour libérer l'Europe et le monde du nazisme. Il y avait 5 plages: Utah Beach, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les Américains étaient à Omaha Beach et Utah Beach. Moi, j'ai débarqué sur la plage d'Utah. Et ensuite, on s'est déplacé jusque-là. À 99 ans, il a l'énergie d'un jeune homme et la mémoire aussi. Ça, c'était sur un mur à Berlin. Un drapeau pris à l'ennemi qu'Irving a fait signer à ses hommes pour ne pas oublier. Il vit aujourd'hui en Floride avec sa femme dans une résidence pour personnes âgées où sont conservés tous ses trophées de guerre. Ce sont les dagues que j'ai pris aux Allemands. Les Svatikas sont toujours dessus. Ça, c'est un pistolet allemand. Un Luger de 1916 qui vient d'un avion qu'on a abattu. Le pilote a été tué et les poignées du pistolet se sont cassées. Je les ai faites refaire. Et j'ai fait inscrire mes initiales dessus pour être sûr qu'on ne me le volerait pas. Irving a 18 ans lorsqu'il est appelé et affecté au 116e bataillon anti-aérien dans l'artillerie. En octobre 1943, il embarque pour l'Angleterre sur le Queen Elizabeth. 8 mois plus tard, l'opération Overlord est lancée. The invasion had been scheduled for June 5th, but bad weather in the Channel had caused a postponement. Le 6 juin était un jour exceptionnel. La mer était très agitée. Nous avons d'abord embarqué sur une grande péniche de débarquement, puis sur une barge plus petite. Beaucoup d'entre nous étaient malades parce que nous n'étions pas à mariner. Débarquer était une opération difficile. Nous avions peur. La vie que nous pensions avoir devant nous aurait pu s'arrêter d'un seul coup. Nous avions un sac de 12 kilos sur le dos, cette pelle très lourde et notre fusil. On se faisait tirer dessus, mais il fallait sauter dans l'eau. Moi, je fais 1,55 m et la hauteur de l'eau était d'1,50 m à cette distance. J'ai de la chance d'être en vie. Après le débarquement, Irving et son bataillon ont avancé progressivement vers l'est, installant toujours leur campement en pleine campagne. Le canon mesurait 4,50 m de long. Donc on ne pouvait pas être à proximité d'une ville ou à proximité de civils. On devait être à l'écart, dans un champ. Et une fois que nous étions installés et un ordre de marche, mon travail était de trouver l'emplacement suivant et de déplacer les canons. Chacun de ces canons était relié à un radar par des câbles. Un radar contrôlait 4 canons et nous indiquait la hauteur de l'avion, la vitesse de l'avion et jusqu'où il fallait tirer. À leur arrivée en Allemagne, Irving et ses hommes ont libéré le camp de travail de Gardelegen et pris la mesure de l'Holocauste perpétré par les nazis. Un souvenir traumatisant pour le vétéran, lui-même de confession juive. Nous avions entendu parler des camps, mais personne n'y croyait jusqu'à ce jour-là. C'était ce qu'il y a de pire au monde. À Gardelegen, nous avons compris que les gardes avaient regroupé les prisonniers dans un hangar, placé de la paille, ainsi que de l'essence, et mis le feu pour être sûr qu'ils ne les dénonceraient pas. Si les prisonniers essayaient de sortir, ils étaient abattus par balles. Si j'avais vécu là-bas, ça aurait pu m'arriver à moi. J'aurais pu me retrouver dans un camp.
À presque 100 ans, Irving continue de donner des conférences et de raconter la guerre pour rappeler aux générations qui viennent le prix de la liberté. Les gens doivent savoir ce qu'il s'est passé pour mesurer la valeur de ce que ces hommes et ces femmes ont fait pour garantir leur liberté et leur mode de vie. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Après ce journal en version française, Soirée Film, vous allez suivre votre film One Love. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.